Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la data temps réel, le traitement de la donnée et la valorisation de la donnée en temps réel, un sujet stratégique pour l'entreprise au cours duquel je vais avoir le plaisir de m'entretenir. Donc, je suis Laurent Rossard, directeur du marketing de la société Nextworld, cabinet de conseil IT, digital et data. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Midiski. Bonjour à tous. Voilà, Frédéric, écoute, je te laisse peut-être effectivement te présenter. Je suis en charge de toute l'équipe dédiée au sujet data, au traitement de la donnée pour répondre à des enjeux métiers forts que nos clients, sur lesquels nos clients Donc des équipes sollicitent. de conseil, des équipes qui accompagnent nos clients, qui les forment. Et des équipes qui font, des équipes qui font, des architectes et après les gens qui font. Donc ce n'est pas du conseil uniquement, c'est également la mise en œuvre. Effectivement le fait de d'éprouver des plateformes, de les tester ou encore de les mettre en production. Voilà, donc on a un sujet vaste avec beaucoup de points, juste pour nos auditeurs. Donc la manière dont va se dérouler donc, ce webinaire, donc on va avoir des échanges pendant 20 minutes, une demi-heure avec Frédéric sur un canevas effectivement qu'on a concocté spécialement pour vous. On aura bien sûr la question-réponse, on a aussi des questions qui ont déjà été posées en avance de phase, je dirais, par certains des participants, et on en remercie par avance qu'on pourra traiter. Eh bien, je propose, avant de se lancer tête baissée, comme je suis en train de le faire, donc dans ce webinaire donc sur la data, Frédéric, peut-être de nous faire un exposé sur le traitement de la donnée et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en arrive aujourd'hui au traitement de la donnée en temps réel. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive en temps réel ? Il y a un historique. Au départ de la création du SI, on ne va pas revenir sur le mainframe, mais bon, tout était siloté. Après, il a fallu que ces systèmes évoluent. Alors, on est passé sur des systèmes transactionnels qu'on voit ici en bas, mais sur les systèmes transactionnels derrière, il a fallu faire du reporting. Ces systèmes n'étaient plus forcément adaptés. On avait de plus en plus de données. Alors donc du coup, on a consacré des systèmes pour faire cette analyse de données. Et finalement, le temps passant, les données augmentant, ça ne suffisait toujours pas. Et puis on voit que voilà, au début des années 2010, là, il y a plein de logos. C'est l'ère du big data, donc voilà, pour traiter énormément de données, mais on n'était toujours pas au temps réel. Et si quasiment verbatim, un grand cabinet de strat dit que globalement, les entreprises qui savent utiliser leurs données de qualité et en quantité suffisante pour prendre les décisions ont 3 fois plus de chances de réussir leur transformation digitale. Non, ouais. Voilà, donc c'est pour ça que derrière, voilà, à chaque fois, à chaque transition d'architecture, à rêver une nouvelle architecture, on a envie de partir. On a envie. Il faut partir. Il faut. Digital égale temps réel égale événement égale peut-être absolument. Data. Et on va parler de tout ça effectivement au sujet. Alors, néanmoins, cet historique, il est vraiment intéressant. Toutefois, on a quand même pas mal de clients qui aujourd'hui continuent à travailler, à utiliser avec succès le mode batch. Alors, c'est la réalité, c'est vrai, c'est faux, faut-il continuer ? Non, quels en sont les usages ? C'est vrai et il faut continuer. Il faut continuer, il faut continuer parce que dans le batch, on a besoin de cette capacité de prendre le temps pour traiter toutes ces données qui appartiennent au passé. Alors qu'en temps réel, là, on a besoin d'un autre type de données. Voilà, on est dans des quantités, des rapidités extrêmement différentes, voilà, des contraintes qui sont différentes. Mais disons-le clairement, le batch, on en a besoin pour faire tous les traitements dont l'entreprise a besoin. Donc il n'y a pas de souci. Mais ce batch, non, ça répond pas aux nouveaux enjeux. Voilà. Donc ça répond il n'est pas mort, mais ça répond pas aux nouveaux enjeux. Parce que la quantité de données, elle est beaucoup trop importante aujourd'hui, au sens temps réel du terme, pour être traité. Les sources sont extrêmement variées. Les sources sont extrêmement variées et très répandues en entreprise. Et puis, en fait, ce que cherche l'entreprise, c'est avoir beaucoup plus de réactivité qu'elle n'avait au préalable. Mais je pense qu'on sera amené à en reparler. D'accord, donc le batch, finalement, trouve aujourd'hui son emploi, son usage. Il n'est pas mort, il sera toujours présent. Mais là, dans un écosystème qui est très différent. Applications mobiles, des activités sur Internet, prendre des décisions sur des événements de capteurs. On pressent bien qu'on ne peut pas attendre le batch. Et puis voilà, le temps réel aussi, ça nous emmène vers donc on a tout un écosystème qui s'est développé, on parle d'Internet des objets, on parle de capteurs, donc tout ça, ça permet aujourd'hui effectivement aussi d'appréhender la donnée sous autre forme. Sous autre forme, une donnée qui est parfois considérée, labellisée comme exogène aussi, mais dont on a besoin, parfois, pour prendre des décisions. Parfait.
Alors moi concrètement, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est que pour rentrer dans le vif du sujet, ça serait que tu nous parles donc de quelques exemples qui font partie de notre quotidien, je dirais, l'utilisation, l'usage des technologies de temps réel au service de notre quotidien. Je pense que ce serait une bonne manière de rentrer dans le sujet. Donc je te propose de nous prendre quelques cas qui sont finalement des cas que... Alors je vais prendre Uber. Uber, on était en train de parler de batch. Très bien. On pressent bien qu'on ne va pas attendre qu'un batch se déroule. Alors, on ne va pas parler de batch de nuit. On peut faire des batchs récurrents à quelques minutes, à quelques secondes, mais on ne va pas attendre quelques minutes quand tu vas faire ta prise de commande de taxi. Tu ne vas pas attendre que le batch se termine pour dire « Ah bah oui, je vois la petite voiture qui est labellisée, elle m'est réservée ». Ça, c'est pas possible. Donc là, on est très clairement dans le temps réel. Alors chez Netflix, là, on parle de millions de données. Alors, on est dans le aussi. temps réel, si je reste sur Uber, ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est je commande, on confirme que c'est commandé. Tout à fait. On a suffisamment tous, je pense, eu des difficultés à obtenir il y a encore quelques années donc un taxi efficacement rapidement. Donc là, le service est rendu. Et en plus, quand je patiente, je vois où en est mon petit taxi. S'il avance, je peux encore éventuellement annuler ou en prendre un autre. Donc j'ai réellement aussi une information en temps réel qui m'est fournie. Et donc en tant qu'usager, l'expérience utilisateur est également enrichie par ce temps réel. Tu as tout compris, hein, parce que là, on pousse de la donnée vers ton téléphone portable pour te dire, voilà, il arrive, voilà le numéro de la plaque, il sera joignable à tel numéro de portable, etc. Donc là, on est bien dans du flux continu, dans du flux temps réel. Donc le temps réel, c'est pas uniquement dans le taxi, c'est aussi à la maison. Et là, tu as envie de nous parler de Netflix. Alors bon, Netflix, on parle de plusieurs millions de messages par minute. Des besoins d'acquisition, en fait, voilà, toutes les recherches que tu vas faire sur le moteur. D'accord, parce que là, on ne parle pas du streaming de la vidéo, mais non, là, ce sont donnée, qui fait partie, je dirais, du métier de diffuseur d'émissions et de programmes. Et voilà, et que quand tu as tes activités, tu t'arrêtes, tu fais des recherches, etc. On a besoin de capter ces événements-là en temps réel. Oui. Celles-là, elles sont plus de l'ordre du batch, puisque si je ne les prends pas sur l'instant, elles sont perdues. Et là encore, ça répond certainement à l'expérience utilisateur, parce que sur un petit écran, on ne peut pas voir les millions de programmes qui sont proposés, mais si on nous suggère intelligemment, avec un peu d'intelligence artificielle, ce qu'il faut, et je crois que 80% des recommandations de Netflix sont réalisées sur la base de ces algorithmes. D'algorithmes, et surtout d'algorithmes qui sont eux-mêmes développés, entraînés, parce qu'on a fait l'acquisition de ces données-là en temps réel. Voilà, donc l'enjeu, il est là, très clairement. Et puis après, voilà, Fortnite, où là, on est sur de l'acquisition de données avec derrière des calculs complexes qui permettent de donner des statistiques aux joueurs et des choses comme ça. Bon, ça c'est pour les gamers, ça c'est ton truc. Ça c'est, oui, c'est non, voilà, bon. non. Là, concrètement, là, c'est quoi? C'est des millions d'utilisateurs connectés simultanément. C'est des millions et puis des centaines de millions de messages. Le lancement de nouveaux décors, de nouvelles scènes, de nouveaux objets en temps réel. L'idée, c'est de réussir à alimenter un peu plus le panier de commandes des utilisateurs. Termine le webinaire parce que Fortnite, c'est pas mon cas. C'est un vrai sujet. Non, mais voilà. Donc autant de sujets effectivement du monde réel. Bon, maintenant, ce qui serait intéressant, ça serait d'atterrir un peu. Tu nous as bien fait rêver. Moi, en tout cas, tout ça, c'est vraiment des sujets absolument passionnants. Ça serait de se remettre maintenant dans l'écosystème plutôt de nos clients qui, eux, effectivement, ont des cas d'usage et en quoi la data à temps réel ou l'exploitation dans un contexte plus dédié, je dirais, à l'entreprise. Voilà, maintenant, on va réatterrir, on va aller sur ces sujets-là. Donc, en France, il se passe quoi? Sur quel type de projet as-tu travaillé? Et j'aimerais bien, effectivement, que tu nous parles un petit peu de tout ça. Alors, il y a déjà une très bonne nouvelle, c'est qu'en France, voilà, on passe par certains stades. En ce qui concerne le temps réel, il est urgent d'attendre. Cette étape-là est terminée. Bon, voilà. Donc là, on mène des projets, ils passent en production. Alors voilà, là j'ai pris un petit exemple dans ce qu'on appelle l'industrie 4.0, faire l'acquisition de données. Voilà, là c'est un exemple simple, mais il y a des traitements beaucoup plus complexes derrière, mais c'est de restituer en temps réel de l'information. Et là, on est typiquement dans l'aide à la décision, puisque on est en train de constater ce qui est en train de se passer. Et on envoie des informations à l'usager. Donc là, on est dans le cas effectivement d'une société, donc d'un industriel, donc dans un secteur effectivement de l'automotive. Voilà, tout ce qui a plus de traditionnel. Voilà, donc là, c'est des grands chantiers d'optimisation de leur chaîne logistique, ce sont des chantiers stratégiques. Tout à fait. On est sur une des plateformes sur lesquelles tu as travaillé, qui est une des plus grandes au niveau européen. Voilà, on ne peut pas tout dévoiler. Mais là, pour certains, se reconnaîtront peut-être. Et donc l'idée, c'est effectivement d'avoir la mise en place d'une nouvelle architecture, un nouveau système, d'utiliser toute cette infrastructure disponible de capteurs et de plus se reposer sur la simple expérience des anciens dans le cadre du fonctionnement. Exactement. Et là, c'est d'avoir le socle. Alors, on pourrait... il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'on voit encore des systèmes traditionnels qui sont là, mais ils sont pas perdus. Leur racine n'est pas perdu non plus.
Bon, alors là, simplement, attends, en temps réel, c'est simplement, ça se limite ou ça se cantonne à des approches industrielles, c'est assujetti, je dirais, à des capteurs, ou est-ce qu'on a d'autres cas d'utilisation? Peux-tu nous parler d'autres secteurs d'activité, s'il te plaît? Oui, alors, le domaine de la finance et du trading haute vitesse, bon, ils n'ont pas attendu 2020, hein, c'est des technos qu'ils ont mis en œuvre déjà il y a pas mal de temps. Aujourd'hui, les capacités demandées augmentent. La capacité de prendre des décisions au plus tôt et d'être alerté au plus tôt, du coup, devient de plus en plus forte, hein, par toutes les pressions comment ça fonctionne dans le système de la finance. Donc aujourd'hui, oui, là, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est changement de socle technologique pour aller vers des choses plus modernes. Donc là, pour ne pas le citer, c'est Kafka qui prend place aussi dans cette industrie. D'accord, donc là c'est une accélération du métier, c'est le fait d'anticiper une charge croissante qui n'est pas prête de diminuer et de commencer à investir dans le socle d'après. Donc c'est effectivement des chantiers qui nous, aujourd'hui aussi, sur lesquels on a piloté et qui permettent de moderniser, je dirais, un socle technologique afin de s'affranchir de toutes les limites qui pourraient arriver et d'anticiper effectivement d'autres capacités. Absolument. Alors, un autre sujet, moi, qui m'a paru intéressant, que tu as choisi de me proposer aujourd'hui, c'est parce que finalement, il adresse plusieurs volets. C'est finalement l'exploitation de la donnée temps réel sur des chantiers, des infrastructures, effectivement, de construction, de BTP. Alors, quand je disais, il est urgent d'attendre est passé. Voilà. Le BTP est un monde extrêmement innovant. Alors ici dans le cas d'usage temps réel, alors déjà on a besoin de faire de l'acquisition de beaucoup de données parce que derrière il y a des traitements intelligents qui vont permettre de faire l'analyse des chantiers, des choses comme ça. Mais le temps réel, voilà, il ne faut pas oublier que là on est dans un secteur qui est un grand contributeur à l'empreinte CO2. Voilà. Et donc voilà, détecter le moteur d'un camion qui tourne et l'engin qui ne bouge pas. Il y a un enjeu derrière. Concrètement, on se dit, voilà, ça fait 20 minutes que le truc est sur place, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Mais le moteur est toujours allumé. Alors, il y a l'environnement, mais aussi effectivement des économies substantielles à faire au niveau du chantier. On parle de. C'est pas du 0,0. Oui, c'est beaucoup. Et les économies sont extrêmement importantes. Ce qu'on cherche à faire, c'est un petit peu le start and stop que tu as dans ta voiture. D'accord. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est que le temps réel, ce n'est pas que la donnée unitaire qui transite. Là, je suis en train de corréler, je vais corréler deux événements, c'est ça. La dualité événement-donné, elle est là. Je vais corréler deux informations, j'ai le moteur qui tourne, mais la voiture ne bouge pas. Donc là, c'est les start and stop. Mais on a besoin de faire ça aussi à beaucoup plus grande échelle. Et donc, voilà. Une des valeurs de la donnée en temps réel, c'est quand on la corrèle, c'est là on va pouvoir avoir un facteur de décision, de compréhension effectivement d'un scénario qui est en train de se dérouler. Tu as tout compris, je vais pouvoir t'embaucher dans la practice, c'est bon. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Sur un chantier, il y a aussi peut-être d'autres dimensions, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent sur les chantiers, il y a des enjeux sécuritaires, me semble-t-il. Absolument. C'est une excellente question. Alors des chantiers complexes sur des petites surfaces, il y a beaucoup de grues qui sont nécessaires. Alors, des grues qui bougent dans tous les sens. Voilà. Prévenir le risque que deux grues se télescopent, là on est bien dans le temps réel, on n'est pas dans le batch, on n'a pas le temps d'attendre. Quelqu'un qui vient sur un chantier, qui n'a pas ses équipements de sécurité, on est dans des situations dangereuses, on n'a pas le temps d'attendre, donc on est bien, voilà, on est bien dans le temps réel. Donc l'acquisition de données, là, effectivement, alors on a des positions, on peut avoir de la vidéo, mais on traite tout ça en temps réel pour alerter en temps réel. Alors là, on prend pas forcément. Alors on peut prendre la décision de stopper un engin, mais en tout cas d'alerter définitivement. Je crois même que certaines grues sont équipées de systèmes qui stoppent automatiquement. Donc là, pour le coup, là, on est réellement dans du temps réel. Hein, c'est pas le taxi Uber, c'est que deux flèches ne doivent pas se télescoper. Et là, on n'a pas le temps d'attendre. Voilà, les personnes sur le chantier doivent être équipées. Est-ce que quelqu'un qui arrive sur un chantier, effectivement, qui n'aurait pas été reconnu, qui n'aurait pas badgé, c'est aussi quelqu'un qui peut être un intrus sur un chantier. Donc il y a vraiment système de sécurité, un ensemble effectivement de use cases dans le chantier, mais aussi on pourra le voir aussi dans des applications telles que le smart building ou autre. Voilà. Sécuritaire, donc je pense qu'il y a fort à faire. Il y a fort à faire et tout ça est en route aussi. Très très bien. Alors, tout ça c'est super. Moi ce qui m'intéresse maintenant, j'ai toujours été un peu technophile, pour ceux qui me connaissent, et j'aimerais bien comprendre, ou que tu me donnes ici un éclirage des technologies donc, qui sont mises en œuvre, que vous avez testées, que vous connaissez, et sur lesquelles effectivement nos clients pourraient se projeter. Dans un premier temps,
on-premise, je veux faire ça chez moi, je veux donc m'entraîner, je veux donc faire mes premiers protos. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet? Écoute, j'ai fait un schéma de principe. Bon, déjà, la première chose, c'est d'acquérir cette donnée en temps réel. Donc, on a un composant favori sur cette partie ingestion qui est Kafka. Derrière, j'ai parlé de traitement, de corrélation. Donc, je vais ingérer plusieurs informations. J'ai besoin de faire un traitement. Donc, là encore, on tombe sur un outil favori avec toutes les bibliothèques qu'on a au-dessus pour faire le traitement en temps réel. Et puis, plein d'autres choses. Mais ce que je disais aussi, c'est que parfois, pour prendre une décision, ou en tout cas aider à la décision, on a besoin de s'appuyer sur un modèle qu'on a entraîné. Donc on a après d'autres technos qui entrent dans cet écosystème parce qu'on a entraîné sur toutes les données dont on a fait l'acquisition, on a stocké toutes ces données-là. On voit une zone de stockage. Pourquoi? Parce que j'ai quand même besoin de toutes ces données du passé pour faire de l'analyse, m'améliorer. Et puis d'un point de vue front, aujourd'hui, ce que nous demandent nos clients sont des réalisations à façon pour avoir justement le bon front pour prendre la bonne décision et pas avoir des tableaux de bord avec des indicateurs dans tous les sens. On a besoin d'avoir la donnée essentielle. Donc là, c'est la tour de contrôle virtuelle. C'est la tour de contrôle, mais voilà, on n'a pas non plus pléthore. On a métier et on a les informations dont on a besoin. Donc là, voilà, nos équipes, leur quotidien, c'est le React. Et puis après, avec les technologies de stockage, on a beaucoup ici, mais on choisit toujours les plus adaptés au cas d'usage. Donc après, se pose la question d'un passage à l'échelle, de montée en échelle, ou se pose aussi la question de peut-être certains clients qui, eux, ont choisi non pas de continuer avec du on-prem, mais directement d'être en cloud first. Donc quand on est dans le cloud, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors écoute, la bonne nouvelle, c'est que tout est disponible. Voilà, tout. Enfin, chez tous les providers, on a chez tous les providers de cloud, l'ensemble nécessaire à la réalisation de nos projets. Regardons un petit peu ce que ça donne chez Amazon, donc AWS. Alors, chez AWS, voilà, il y a le composant front qui embarque des technologies qui sont connues. Le sujet aujourd'hui, c'est pas d'aller dans le détail de tout ça. On pourra en reparler un jour si tu veux. Voilà, le principe est le même. On est dans les architectures, dans Dakapa. On fait l'acquisition, on stocke. Derrière, on fait le traitement, le stockage, parce qu'on a besoin de stocker énormément de quantités de données. On fait l'alerting, on fait du dashboarding, et puis derrière, on entraîne les modèles sur les données qui donne une idée. Ouais. Effectivement, je pense qu'un prochain webinaire, ça pourrait être aussi donc, de monter sa plateforme. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas dans les commentaires, on pourra... Monter une plateforme data, ça peut être effectivement très intéressant. Donc là, je vous invite effectivement à vous manifester quand il y a des choses qui vous intéressent. Dans ce que raconte Frédéric, parce qu'il y en a beaucoup. Effectivement, de nous donner donc, quelques exemples. Et quelques idées pour ces prochains webinaires. Voilà, alors donc ça c'est AWS, donc chez Microsoft, c'est Azure. Alors Microsoft est pas normal, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc, alors quand je dis il y a tout, c'est parce qu'on le met en œuvre aussi. Donc ça, ce sont des retours d'expérience. Les technos sont matures, elles sont disponibles. Voilà, l'ordre d'apparition était un petit peu dans le désordre au gré du hasard. Et puis Google est bien évidemment présent dans la course. Avec toutes les technos qui sont connues. On voit le BigQuery parce qu'on a besoin là, de faire des traitements qui ont besoin d'accéder à énormément de données. Mais voilà, sur toute la ligne et des technologies qu'on a mis en œuvre. Donc, les choses sont claires, c'est ni par ordre alphabétique, ni par ordre de préférence. On peut faire vos projets dans ces infrastructures. Ça veut dire que selon les choix que vous avez fait chez ces principaux fournisseurs de cloud, on va réussir à faire le projet. Ces technos, avec tes équipes, tu les as mises en œuvre, tu les as éprouvées, tu les as validées à travers des retours d'expérience dont on pourrait effectivement également vous parler, bien évidemment. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, donc effectivement, ça serait de... Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de limite en matière de cas d'usage et en matière donc, de technique. On a vu qu'on pouvait travailler sur des applications plutôt dédiées au commerce, e-commerce, on a parlé de Netflix, mais des usages effectivement qui peuvent être pour les sociétés qui effectivement ont du commerce ou du B2B ou du B2C, donc des transactions à réaliser avec des fournisseurs et des partenaires. Et une grande société française très connue sur ce sujet-là aussi. Mais pour laquelle donc, on travaille également, donc pour effectivement être capable de détecter des interruptions, de comprendre mieux des parcours de l'utilisateur ou des incidents dans un parcours afin de pouvoir débloquer des situations. On a parlé aussi du domaine industriel où là effectivement avec foison de capteurs
et d'alerte. On peut à façon créer des tours de contrôle qui nous permettent de piloter. On a fait notamment du monitoring sur les sites gaziers avec des drones qui interviennent pour effectivement aider à la détection et évacuer des sites s'il le faut. Donc là, on a des vrais sujets sur lesquels on s'est... Et des vrais sujets temps réel. Donc c'est réel critique. Acquisition continue et analyse continue de l'information. Un petit souci, je dirais, de montant, je dirais, d'un enjeu financier, mais surtout de sécurité et de vie humaine sur ces sites Seveso. Site Seveso notamment. C'est du monitoring, donc on l'a vu, très bons exemples, c'est dans le cas de monitoring d'un chantier, mais le monitoring, ça peut être aussi le monitoring d'un bâtiment. Ça peut être effectivement dans des sites critiques, on peut penser au domaine nucléaire, on peut penser tout simplement au domaine de sécurité, on peut penser aussi au Covid-19 sur lequel effectivement du monitoring ça peut être intéressant pour voir le respect de distanciation. On a fait aussi donc, des essais avec des notions de reconnaissance faciale. Effectivement, est-ce que les personnes posent bien masque ou autre. Donc là aussi c'est des sujets sur lesquels on peut vous accompagner si vous voulez renforcer ces appuis sécuritaires dans l'entreprise en espérant que ce virus effectivement évite très prochainement, très vite, bien évidemment, très rapidement. Et le supply chain, tu en as parlé, donc là effectivement une chaîne logistique complète. Eh ben, c'est des tas d'étapes, c'est des tas d'événements. Il peut se passer beaucoup de choses qui vont venir, qui peuvent venir perturber cette chaîne logistique. Ben, écoute, à t'écouter, effectivement, moi tout ça me paraît simple. En tout cas, on a envie d'y aller, mais la question que je me pose, c'est comment j'y vais. Alors, c'est pas la question, c'est les questions que je me pose. Comment j'y vais? Par quoi je commence? Est-ce que c'est pour moi? Enfin, j'aimerais, vous mettez en place avec les équipes des projets très régulièrement. Moi, ce qui serait intéressant, c'est de partager un petit peu cette approche que vous avez choisi d'avoir de ces projets. Tous les clients n'ont pas le même stade, je dirais, de connaissance, d'expertise, de connaissance de ces sujets. Moi, c'est un sujet que vous avez réussi à transformer avec des utilisateurs qui étaient sur des niveaux qui démarraient, qui avaient besoin tout d'abord de se former, qui a travaillé sur des sujets où les personnes avaient déjà des plateformes et il a fallu les migrer. Donc on a connu un petit peu tous ces aspects. Je pense qu'il serait intéressant maintenant, c'est que tu nous parles effectivement de l'approche, ou en tout cas de la bonne diapo. Déjà, de la bonne diapo. Tu m'as posé plein de questions en fait. Tu m'as dit j'ai une question à poser, mais j'ai pas pris note. Tu m'as posé beaucoup de questions. C'est quand tu m'as dit est-ce que c'est compliqué, je crois. Ah oui, c'est compliqué. Voilà. Alors déjà la réponse c'est non. C'est pas compliqué à une seule condition. Il y a toujours une condition à une réponse. C'est d'y aller par étapes. Et donc, une approche graduelle pour atteindre des objectifs. Voilà. Alors, il y a des niveaux de maturité qui sont constatés, qui sont une vision partagée entre plusieurs cabinets. Il s'agit déjà d'ingérer la donnée. Alors, quand on dit ingérer, c'est faire l'acquisition de cette donnée-là au plus tôt. Voilà. Alors, on n'en est pas forcément encore au stade où on va la traiter en temps réel, mais le plus tôt on en fait l'acquisition, on se met déjà en position pour passer à l'étape d'après. C'est au plus tôt je l'ai, au plus tôt je fais déjà une analyse. Bon, incontournable. Ingérer, commencer à avoir de la donnée, et pour pouvoir en faire quelque chose plus tard. Voilà. Et l'étape d'après, c'est cette donnée, je l'ai, je peux aller passer encore une étape supplémentaire, je peux conseiller. Voilà. Donc là, oui, alors effectivement, je vois ingérer, alors moi je vais bien tout comprendre en détail, analyser, c'est-à-dire que cette donnée, je l'ai, donc là, je commence à l'interpréter. Donc là, j'en fais l'acquisition, je l'interprète, et conseiller... Ah non, je vais trop vite. Là, tu vas trop vite. Je l'analyse, c'est-à-dire je crée des dashboards, cette donnée, elle est remontée, donc ça, c'est le laboratoire d'analyse, voilà. Et après, il y a le médecin qui intervient, c'est la médecine, donc là, il va falloir donner du sens à ces données. Mais c'est l'analyse en temps réel, je ne regarde pas dans le passé. D'accord. J'ai toujours besoin de m'habiller, j'ai toujours besoin de regarder dans le passé. Là, je regarde en temps réel, et comme si tu fais l'analogie avec le médecin, il ne va pas te demander la température ou ta pression artérielle d'il y a 3 jours, c'est quand tu es dans le cabinet, il l'apprend maintenant. Parce que voilà, sinon, il a besoin de faire un diagnostic, donc il a besoin d'avoir des données fraîches, voilà, et avoir cette vision. Derrière, sur ces données-là, oui, tu vas pouvoir passer à l'étape d'après, moyennant traitement, tu vas pouvoir te mettre en situation d'apporter du conseil, de conseiller à la fois en interne pour aider à des décisions ou de conseiller directement tes clients. Et après, l'étape suivante, c'est que lorsqu'on fait l'acquisition de suffisamment de données, voilà, le sujet du jour, c'est pas le machine learning, mais on a des modèles qu'on peut entraîner, et là, du coup, c'est l'aide à la décision. On a énormément de données qui nous permettent de mettre en place des systèmes qui sont aujourd'hui suffisamment fiables pour, au plus, je dirais, avancé du terme, prendre des décisions automatiques à la place de l'homme. Dans certains domaines de la finance, c'est déjà le cas. Mais assurément, si je reparle supply chain, industrie, etc., c'est donner en temps réel une assistance, c'est-à-dire plus qu'un indicateur qui s'affiche,
mais un indicateur qui est traité en disant, là, on est sur une tendance que je connais et qui n'annonce pas de bonnes choses. Donc, il est temps de faire quelque chose. Ou qui annonce des opportunités. Ou, alors, voilà, alors après, qui peut annoncer, voilà, regardons les choses, voilà, exact. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, ça c'est le Graal, c'est cette capacité d'anticiper. Le Graal, il est là. C'est encore l'étape d'après. C'est en fonction du passé, voilà ce que je viens de dire. Il se passe quelque chose qui ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu. C'est la corrélation d'événements. Alors ça, c'est l'événement temps réel que je reçois, mais que je corrèle avec de la connaissance que j'ai résumée, que j'ai condensée, de la connaissance que j'ai acquise sur le passé et qui permet de me dire, il y a quelque chose qui est évocateur. Voilà, c'est... Oui, si tu veux, effectivement, c'est un boule de cristal qui est évocateur et donc voilà, qui va contribuer à l'utilisateur à prendre la bonne décision. Ah ben, j'en sais beaucoup plus. Frédéric, merci pour cette explication. Donc une approche graduelle, des étapes qu'il faut effectivement respecter, sur lesquelles on est bien évidemment en capacité donc, de vous aider, de vous accompagner. Un dernier conseil, une dernière recommandation avant de passer aux questions-réponses. Écoute, la recommandation, j'ai déjà apporté une réponse, y aller graduellement. L'autre recommandation, c'est la bonne techno et surtout commencer par les fondements de l'architecture. Bien choisir ses composants, bien choisir les composants, les technos en fonction des cas d'usage. Voilà, donc c'est une approche pragmatique. Je crois qu'il y a effectivement un des consultants qui nous a rejoint, Lucas Sterna, qui lui est vraiment un as de toutes ces technologies. Moi, j'aurais bien envie de vous demander d'intervenir pour nous faire un panorama du sujet. Donc, je vais céder ma place. C'est une excellente idée, Lucas. Lucas, bonjour, merci d'être parmi nous. Donc, Lucas, effectivement, je te laisse présenter ton collaborateur, Frédéric. Oui, non, mais c'est ton quotidien. Donc, je me suis dit là, on va parler des technos que tu et toute l'équipe mettaient en œuvre toute l'année. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de nos cas d'usage, machine learning, tout ce qu'on fait autour des tweets. Et puis, voilà, on a parlé de supply chain. On a plein de stacks technologiques à disposition. Donc aujourd'hui, les auditeurs voient plein de mots-clés. Du coup, voilà. Qu'est-ce qui est dédié au traitement temps réel? Qu'est-ce que tu peux dire, balayer? On ne va pas avoir le temps aujourd'hui d'entrer dans le détail de tout ça. Mais voilà. C'est quoi votre quotidien dans l'équipe? Oui, complètement. Comme tu l'as expliqué, Frédéric, il y a un scope qui est très très large. Donc on n'a pas vocation à tout traiter. Pour commencer sur la partie ingestion de la donnée, ce qui fait référence aujourd'hui, c'est Kafka. Après, il y a toutes ces déclinaisons, ces équivalents sur les différentes solutions cloud. Pour la partie traitement en temps réel ou stream processing, on voit souvent apparaître du Spark Streaming, du Cloud Dataflow et les équivalents sur Microsoft Azure ou sur AWS. Pour tout ce qui est machine learning et plus particulièrement aussi sur la partie industrialisation de machine learning, pour la partie open source, on est sur du Spark ou du Python. Pour les clouds, on est plus sur des choses qui sont plus managées, avec l'intégration de chaînes de CI/CD pour le déploiement des modèles directement en production sur les différents outils des providers cloud. Et finalement, pour le stockage, on voit souvent apparaître les bases de données NoSQL, mais pas que, avec, pour citer que quelques exemples, Cassandra, HBase, ou encore une qui fait de la montée en puissance sur le marché actuel, qui est Neo4j, qui est une base orientée graph. Toutes ces technologies, c'est des choses qu'on a pu éprouver et tester dans des contextes différents chez nos clients. Écoute, je te remercie. Après, les bases de données temporelles ne sont pas non plus sans reste. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on voit apparaître et sur des sujets sur lesquels vous bossez aujourd'hui. Complètement. Merci Lucas. Avec plaisir. Alors, eh bien, écoute, on a effectivement tout ce qu'il faut pour travailler. Moi, je propose de passer maintenant aux questions-réponses. Et on a effectivement déjà plusieurs questions qui apparaissent et qui sont toutes très intéressantes. Donc, aux questions-réponses, maintenant, c'est parti. Donc, première question. Vous parlez de machine learning dans votre use case. Oui, effectivement, il y avait un use case qui concernait donc, effectivement, les tweets en temps réel pour faire de la veille technologique. Dans mon cas, je n'ai pas d'historique pour créer mes modèles de machine learning. Vous préconisez quoi pour mettre en place un tel système? Passer par étape 1, c'est faire la gestion des données et commencer le plus... Dès maintenant, il ne s'agit pas forcément de la vitesse, mais je fais l'acquisition et je stocke parce que je vais en avoir besoin. Bien sûr.
pour entraîner mes modèles. Donc je vais commencer à constituer l'historique. C'est souvent des questions que l'on rencontre chez nos clients qui nous disent « Oui, mais moi je voudrais faire ça avec l'IA, le ML, etc. » Puis quand on leur dit « Mais ok, oui, des historiques. » Ah bah non, je ne l'ai pas. C'est un problème. Ne perdez pas de temps. Il faut à mettre en place. Voilà, c'est étape étape 1, gestion. On va commencer ensuite à mettre en place la plateforme, à développer le système, et puis les données pendant ce temps-là ont commencé à se stocker, et on peut commencer effectivement à faire ces travaux. Mais c'est vraiment un sujet qui était intéressant, ce sujet de veille finalement sur lequel tu as travaillé, qui permet donc à l'entreprise donc de veiller effectivement quant aux réactions qu'il peut y avoir autour de sa marque, donc anticiper effectivement des besoins, et ça je suis très attaché, de communication, de compréhension aussi, de l'appréhension effectivement de sa marque et d'impact de sa communication, et également de pouvoir parfois corriger le tir. Ça peut être important effectivement également. Alors, autre question, même si l'on observe une augmentation croissante des sources temps réel aujourd'hui, j'ai peu de données qui transitent en temps réel. Est-ce que l'utilisation ou la mise en œuvre de Kafka aurait toutefois du sens? Oui, tout à fait, parce que là, du coup, on a un socle qui permet de se mettre en capacité de faire du traitement en temps réel et qui est beaucoup plus adapté vis-à-vis des vieilles technos qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc, tout à fait. On n'a pas besoin d'envoyer 8 millions de messages à la seconde pour avoir besoin de technologies de ce type-là. Et puis on se prépare aussi au futur. On se prépare. La digitalisation entraîne de toute façon un mouvement vers des nouvelles sources. On le disait, les sources ne sont plus que internes au SI. Les événements, des données exogènes. Donc l'écosystème des données n'est plus. Il n'y a plus de confinement. Désolé. Il n'y a plus de confinement à l'intérieur du SI parce que les systèmes s'ouvrent et les données sont partout. Donc aujourd'hui, choisir un bus Kafka et commencer à pousser des données à l'intérieur et traiter, c'est mettre en place une architecture qui aurait du sens en tout cas. Tout à fait. Parfait. Alors, autre question, on va décider en machine learning intéresse tout le monde. Je pense que là, il y aura un sujet à traiter de manière plus détaillée. Vous avez parlé de machine learning dans les architectures temps réel. Je croyais pourtant que le machine learning était basé sur un historique de données profonds et des traitements batch. C'est vrai que la question a du sens également. La question est très pertinente, merci. Elle fait revenir le mot batch. Donc oui, mais pour faire ce machine learning, j'ai, je le disais, besoin de beaucoup de données et d'un historique profond. Donc l'acquérir au fil de l'eau en temps réel, dès maintenant, ça c'est ce que tu viens de me demander, oui, il faut le faire, mais derrière, ça n'empêche pas d'avoir besoin de toutes les technos pour entraîner ces modèles-là. Donc c'est pas du tout incompatible. Une fois le modèle entraîné, on va pouvoir y faire appel pour obtenir des réponses en fonction de l'entraînement qu'il a reçu et de ce que doit rendre comme service ce modèle-là. Donc on a besoin, oui, toujours d'un historique profond, parce que sur cet historique, oui, on va prendre le temps de traiter, de mettre au point le modèle. Donc tu me posais la question tout à l'heure, est-ce que le batch est mort? Non. Alors on est dans le batch avec Hadoop, avec du BigQuery, avec plein de nouvelles choses. Mais non, là on prend le temps parce qu'on a le temps. Donc le batch, la construction d'un le batch, ça a du sens, il faut le faire et on a le temps de le faire. Alors le techno évolue, on n'est pas sous de très fortes contraintes, je dirais, temps réel, mais il faut le faire. Très bien. Voilà. Et donc l'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Donc c'est compatible. Autre question, toujours beaucoup de questions sur l'architecture. Est-ce que les architectures que vous avez présentées sont résilientes et capables de supporter une charge croissante de données pour les années à venir? Alors par exemple, ma question plus concrètement, si j'ai fait le choix de Kafka et de Spark Streaming et que je traite aujourd'hui 1 million, c'est précis, 1 million de messages par seconde, sera-t-elle demain en mesure de supporter une charge de 10 millions de messages? La réponse est oui. Alors ça, c'est la bonne réponse, c'est que ça commence pas par ça dépend, la réponse est oui. S'appuyer. Parce qu'on est sur des technologies qui sont très facilement scalables. D'accord. Horizontalement, à volonté. Et plus on scale, on obtient, moyennant de faire ce qu'il y a à faire, des niveaux de résilience qui sont extrêmement importants. Hautement évolutives. Avec des capacités de traitement qui sont aussi exponentielles. Mais en tout cas, on parlait de Uber et d'autres tout à l'heure. Ils sont à 84 millions de messages jour, d'autres ils sont à 8-10 millions de messages minutes sur ces architectures-là. Donc il n'y a plus, on n'est pas tous Uber. Donc avant d'arriver à des très grosses architectures, on a le temps, mais ça fonctionne et c'est disponible aujourd'hui. Donc avec Kafka, on en a sous le pied. On en a sous le pied et c'est disponible. Alors autre question maintenant, c'est une question organisationnelle.
tout un panel de questions très intéressantes. Alors, concernant l'organisation, est-ce que je dois mettre en commun, si je comprends bien, ces technologies au sein de l'entreprise, ou est-ce que je dois les considérer plus localement, c'est vraiment une question de gouvernance et d'organisation, plus localement, effectivement, la technologie dans mon projet? Est-ce qu'il y a une limite, la question, est-ce qu'il y a une limite à la mise en commun de telle technologie? Alors, la réponse, du coup, elle commence par le fameux « ça dépend ». Il n'y a pas de limite. Ce qu'on constate chez nos clients, ce qui va aller en faveur d'avoir une séparation de technologies, de traitement de streaming, etc., c'est par rapport à la nature des flux et la confidentialité des flux qui sont traités. On a parfois besoin d'avoir des cloisonnements extrêmement importants. Alors non, c'est pas de la gouvernance de la donnée. Enfin, c'est quelque part, oui, c'est l'extension de la gouvernance, mais appliquée au temps réel. D'accord ? Donc, j'ai besoin d'avoir un cloisonnement. Voilà. Après, la réponse peut devenir non si j'ai moins de contraintes. Néanmoins, le sujet de gouvernance n'est pas oublié, puisque là, il faut quand même avoir les équipes pour comprendre ce que l'on déploie dans les couches de streaming, dans les couches temps réel, dans le Kafka, dans d'autres composants, qui a le droit de consommer quoi, avec quel niveau de sécurité. Donc oui, il y a un petit peu d'orga à mettre en place. C'est pas très compliqué, il faut le faire dès le début, même chose, hein, c'est une montée en charge constante. D'accord. Alors on parle beaucoup de Kafka aujourd'hui. Pourquoi un ESB classique ne pourrait-il pas répondre aux mêmes enjeux? Alors tu me poses la question, j'ai passé... tu le sais, beaucoup d'années à faire aussi de l'ESB. Plateforme d'intégration. Plateforme d'intégration, voilà, EAI, ESB. Ça te rajeunit en fait. Oui, merci. Merci, ça me rajeunit. Alors, dans l'absolu, on peut faire avec l'ESB. Néanmoins, quand on va être face à des situations de montée en charge capacitaire, d'évolutivité, c'est là où ce que l'on constate, c'est les très grands éditeurs de ESB qui remplacent, entre guillemets, les couches basses de transport par des technologies comme Kafka, de par les capacités de scalabilité, surtout la simplicité. On pouvait scaler avec l'ESB. Techniquement, d'un point de vue architecture technique, c'était compliqué et à un moment donné, on atteignait des limites. Là, on a un monde qui est presque sans limite. Donc là, on a aussi une question. Alors effectivement, si tu parles de plateforme, de migration, d'expérimentation, quelle est votre stratégie pour le rapatriement des solutions temps réel dans le cloud rapatrier, ce que je comprends bien la question maintenant, rapatrier une solution qui a été développée dans le cloud, on-premise, donc chez soi, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est possible de le faire avec toutes les technologies que tu as présentées précédemment? Tout à fait. On peut le faire, Laurent, si on prend toutes les stacks open source. Hein, on a parlé de Kafka, on a parlé de toutes ces choses-là, des différents frameworks, des stockages comme Hadoop, comme Mongo, comme Cassandra. Tout ça, on peut le rapatrier. Ce sont du reste des questions que l'on rencontre de façon assez récurrente chez nos clients. Voilà. Alors, le cloud présente l'avantage en mode IaaS d'aller très très vite, mais derrière se posent des questions pour des raisons de confidentialité, des raisons de coût, de pouvoir rapatrier. Et donc, du coup, si on a utilisé tout ça, oui, il n'y a pas de problème. Écoute, Frédéric, merci pour toutes ces réponses, pour toute ton expertise. Nous, on aime le temps réel. On avait dit 40 minutes, il est 39 minutes 45 secondes. Juste le temps de vous dire qu'on va faire d'autres webinaires. Parce qu'il y avait le traitement qui va bien et qui vient nous envoyer une alerte. Avatars qui viennent de vous parler, voilà, et qui viennent nous envoyer une alerte. En temps réel. Donc, alors, ce que je veux vous dire, c'est effectivement, donc avant de se quitter, n'oubliez pas, comme on le fait sous YouTube régulièrement, donc de penser à regarder les liens qui sont présents dans la description et aussi donc effectivement de nous présenter, donc de revenir vers nous. Vous avez donc une adresse qui est webinar au pluriel @nextword.fr, mais également un lien qui vous permet d'accéder à un formulaire qui sera directement dirigé vers Frédéric, qui se fera un plaisir d'échanger avec vous. Donc l'idée, c'est de vous aider, de vous engager donc, sur ces projets, de travailler donc, éventuellement donc, avec nous. Si vous voulez donc, le challenger sur les sujets qui sont vos projets actuels, Frédéric a décidé donc, d'ouvrir un peu son agenda, qui est fort chargé, mais effectivement, de vous accorder donc, des échanges téléphoniques pour parler plus calmement de vos problématiques et de vos projets. Donc il le fera, donc c'est dans la description. Si vous voulez voir les prochains webinaires, n'hésitez pas à vous abonner. On aura donc un programme de webinaire très soutenu maintenant sur des sujets
sujets donc aussi variés que les API, la gouvernance d'API, les microservices, les architectures microservices, les services mesh, la communication entre événements, la data, on a dit le temps réel, et aussi on a compris que dans ce webinaire, il serait intéressant peut-être de montrer comment monter une plateforme temps réel, ou encore parler un peu plus de machine learning. Vos questions, effectivement, allaient en ce sens. Voilà, écoutez, Frédéric, encore merci. Lucas merci également. Laurent, merci Lucas. Donc, Outouder qui nous a aidés. Donc, à très bientôt et go next world. Au revoir, bonne journée.